ça va nous permettre de passer du monde du cerveau-organe au monde du cerveau-esprit. Hein. Vous savez que on a longtemps pensé, puisque nous sortons de formidables récits historiques de Sarah, on a longtemps pensé au dualisme entre le corps et l'âme, le corps et l'esprit, le soma et la psyché. Aujourd'hui, cette dichotomie, ce dualisme ne tient plus parce qu'on a bien l'idée que ces deux mondes ont quelque chose en commun et que le modèle dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui au XXIe siècle est celui d'un monisme qui s'oppose au dualisme, c'est-à-dire corps et esprit ne font qu'un. Mais en même temps, le cerveau est fait de quelque chose qui apparaît comme un objet quand on le voit de l'extérieur, un objet physique, et vu de l'intérieur comme un sujet, comme mental, comme un sujet, terme qui s'oppose, vous voyez, deux à deux, sujet-objet, extérieur-intérieur, physique-mental. Il y a donc un double aspect, et que le premier monde est celui du cerveau des scientifiques, des anatomopathologistes, des histologistes, des biologistes, des scientifiques, des neuroscientifiques, qui vont étudier le cerveau dans ce qu'il a de commun entre nous tous. Et puis le deuxième monde, c'est le monde des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, entre autres, et des artistes, qui vont s'intéresser à la production de leur cerveau en tant que production parfaitement singulière. Et ce n'est pas simple de concilier ces deux niveaux d'observation, le niveau, je dirais, public et le niveau privé, le niveau de la paillasse et le vécu singulier de chacun dont font partie les rêves et les hallucinations. Eh bien, ces deux mondes, nous allons tenter de les rassembler en même temps que des chercheurs comme Mark Solms et Olivier Turnbull. Le titre même de leur livre vous dit bien combien ils cherchent à rendre compte à la fois du cerveau en tant que machine, que disque dur, que assemblage de neurones, et le cerveau comme monde interne, c'est-à-dire concilier au fond les neurosciences contemporaines et les acquis de la psychanalyse, de faire ces allers-retours dans des disciplines qui auraient trop tendance à se tourner le dos ou à s'exclure, mais enfin au XXIe siècle, on n'en est plus là, et le défi, c'est bien de pouvoir réunifier par des modèles théoriques sur des bases empiriques ces deux niveaux d'observation. Et qu'est-ce que nous apprend aujourd'hui la science et l'expérience, plus difficilement, sinon celle des rêves et des hallucinations, mais ce ne sont pas des expériences de la vie consciente et de la veille, c'est qu'on ne voit pas seulement avec les yeux, on voit avec le cerveau. Alors, pour être plus précis, le cerveau crée des images visio-spatiales. Tout de suite, un exemple très précis. Je vous demande de vous concentrer un tout petit peu, même de fermer les yeux et de vous représenter la géode. La géode. Bon, on va tous avoir une image comme ça de cette sphère parfaitement ronde, polie, qui reflète le ciel. On n'aura peut-être pas la précision qui nous donnera l'image de ces petits triangles qui la composent. C'est déjà quelque chose noté par Alain, qui dit quand vous êtes rue Soufflot et que vous regardez le Panthéon, quand vous êtes rue Soufflot par l'imagination, et que vous regardez le Panthéon, que vous fermez les yeux, vous voyez le Panthéon, mais vous ne pouvez pas compter les colonnes du Panthéon. Si je vous dis maintenant, représentez-vous votre salle de bain, alors là, on va être sur une vision privée et qui va être singulière à chacun. Je peux vous faire la chose avec les visages. D'un côté, représentez-vous le visage du Premier ministre, et de l'autre côté, représentez-vous le visage de votre premier amour. Donc il y a quelque chose qui apparaît, mais alors là, sur ma suggestion, c'est une activation volontaire. C'est sous le contrôle de votre volonté que vous faites apparaître ces images. C'est pareil avec la mémoire. Vous avez la mémoire volontaire, où ai-je mis mes clés, je refais le trajet visio-spatial pour savoir où est-ce que j'ai bien pu les poser pour la dernière fois. On a tous fait ça. Mais vous avez la mémoire involontaire, c'est la Madeleine de Proust, c'est-à-dire que tout d'un coup, paf, vous surgit à l'esprit la tante Léonie, son lit, les petits gâteaux le dimanche, les cloches, la vivonne, l'église, tout ça revient de manière involontaire. Eh bien,
C'est bien ça, rêve et hallucination. Ce sont des images visio-spatiales involontaires. L'une est physiologique, elle apparaît pendant le sommeil, parce que pendant le sommeil, il y a des phases où il y a un complet remaniement, et biochimique, et électrique, et des connexions, et du rythme. C'est un changement de régime du cerveau, ça fait apparaître des images. Et puis l'autre, les hallucinations, ce sont plus des anomalies, hein, dont on sait, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, qu'il s'agit d'un trouble de l'agentivité, c'est-à-dire que nous avons tous des images visio-spatiales, nous avons tous des pensées, mais pour peu que tout un dispositif extrêmement complexe de boucles, excusez-moi, nous permet de savoir que ce que nous pensons, c'est bien nous qui le pensons, ce que nous imaginons, c'est bien nous qui l'imaginons, eh bien, supposer que ce dispositif de l'agentivité soit perturbé, eh bien, ces images vous deviennent étrangères. C'est ce que nous racontent les patients en disant « on m'a imposé des pensées » ou « on m'a fait voir ceci ou cela ». Quelqu'un d'autre, hein, qui souvent n'est d'ailleurs pas du tout identifié, mais qui vient imposer des pensées ou des visions de l'extérieur. Les mécanismes entre rêve et hallucination sont différents. Mais la matière est la même. Et c'est sur quoi je vais m'attarder pendant la durée de mon exposé, la matière dont sont faits les rêves et les hallucinations. Alors, on va commencer première partie côté cerveau, cerveau-organe, avec des expériences. Et puis une deuxième partie qui sera beaucoup plus courte, du côté sujet. Et là, Abraham Poincheval, qui est le héros de cette expérience, créée avec la fondation Hartung. Abraham Poincheval, c'est ce monsieur. Donc, cerveau-organe, on a enregistré son activité électrique. Vous voyez ici notre présidente du réseau Morphée, modératrice, qui répond aux journalistes avant que Abraham n'entre dans cette sculpture, hein, qui est une sculpture de son corps à l'échelle 1-1, un tout petit peu plus grande que lui, dans lequel on va interroger le cerveau sujet, puisque vous voyez ici un petit magnétophone, hein, et on sait par ces expériences d'enfermement, de confinement volontaire précédentes, Abraham savait qu'il pouvait avoir des rêves et des hallucinations. Eh bien, on a provoqué dans cette machine à augmenter, on pensait, hein, non sans raison, augmenter les rêves et les hallucinations, qu'il aurait des expériences où il rêverait, où il hallucinerait. Et la consigne sur laquelle il était entraîné, c'était juste après, parce que quand vous êtes dans le rêve ou quand vous êtes dans l'hallucination, vous ne pouvez pas raconter, mais c'est quand vous en sortez, juste après, il racontait au magnétophone ce qui venait de traverser. Donc on a à la fois le témoignage du cerveau sujet et le témoignage du cerveau organe avec l'enregistrement de l'activité cérébrale d'Abraham. Alors, première partie, rêve et hallucination, je l'ai dit, image visio-spatiale. C'est que, vous comprenez bien, le cerveau est un espace de communication avec l'extérieur, mais on a eu trop tendance à penser avec la philosophie, le réalisme, que le monde était un prédonné et que nous étions des sujets de la perception passifs. Non. Non, 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 non. Il y a une oscillation entre l'intérieur et l'extérieur, un travail bijectif entre l'extérieur, la perception, ce que je reçois effectivement passivement, que je ne contrôle pas, et puis l'intérieur, l'imagination, ce que je crée activement. Et tous les neurologues aujourd'hui vous le diront, qui s'appellent Nakache, le cerveau est une machine à fictionnaliser. Gazzaniga dit c'est un bâtisseur de monde virtuel. Berthoz dit c'est un émulateur de réalité. Tous, je parle des neurologues, hein, pas des psychiatres, sont d'accord pour dire que le cerveau est une machine à co-construire le monde par interaction cerveau-environnement. Le monde n'est ni fixe ni prédonné, mais en permanence interprété selon nos expériences passées, qui sont stockées dans une mémoire, des mémoires, et notamment, je me tourne vers mes étudiants qui connaissent bien ça, les bassins attracteurs qui sont creusés, qui sont constitués de tout notre vécu, de tout ce que nous avons vécu antérieurement et qui nous aident à interpréter le monde. Donc, le monde dépend bien du sujet de la perception. C'est une co-construction environnement-esprit en permanence. Mais quand on est à l'état de veille, on ne s'en rend pas compte. Quand on est en bonne santé, on ne s'en rend pas compte. Alors si, il y a les illusions d'optique. Hein, ça, vous voyez, vous ne pouvez pas ne pas voir deux triangles à gauche, bien qu'il n'y ait aucun triangle représenté. Vous ne pouvez pas ne pas voir de triangle. Vous ne pouvez pas ne pas voir des droites divergentes
alors qu'elles sont strictement parallèles. Mais vous ne pouvez pas ne pas, c'est bien que notre cerveau construit quelque chose. Vous ne pouvez pas ne pas voir Baby Yoda dans ce verre de cocktail. Hein. Vous ne pouvez pas ne pas le voir, de la même manière que vous ne pouvez pas ne pas voir ces boules de couleurs différentes, certaines rouges, certaines bleues, certaines vertes, alors qu'en fait elles sont toutes identiques, ce sont toutes des coquilles d'œufs. Hein. Mais le cerveau construit à partir de l'image, construit une image qui nous rend dupes, au fond. Hein. Alors, un tout petit peu de neurophysiologie. Hein. V1, c'est l'arrivée du percept visuel. Hein. Bon, les yeux sont de ce côté, hein, mais bon, le nerf optique passe ici. Vous avez ici les percepts. Mais les percepts, d'emblée, ils sont décomposés par des processeurs modulaires qui vont traiter chacun une information, et une seule. Les couleurs, d'un côté. Quand je dis les couleurs, vous avez des groupements de neurones qui ne vont traiter que le rouge, que le vert, que le bleu, en fonction des longueurs d'onde. Donc, le monde est complètement décomposé. Le contraste, le contour, le motif, la texture, la mobilité, la direction. Vous avez des modules même qui traitent spécifiquement l'œil, la direction du regard, qui traitent spécifiquement le rapport de surface entre l'iris coloré et le blanc de l'œil. Parce que, évidemment, sur le plan phylogénétique, si je fais les gros yeux comme ça et que le masse claire blanche augmente, il faut que je puisse le repérer très vite parce que ça a, dans la communication, un intérêt primordial. Donc, vous avez un ensemble Et puis, alors, progressivement, toutes ces données qui sont traitées les unes indépendamment des autres vont s'intégrer, vont se regrouper, l'image va se construire, et puis vous avez deux relais. Un relais ici qui passe sur la voie dorsale vers le cortex pariétal qui va traiter uniquement les mouvements et les trajectoires, et puis une voie ventrale qui va traiter uniquement les formes, objets, visages. Et c'est dans un dernier temps que les deux vont se réunir pour créer notre image consciente dans un réseau de veille où le lobe frontal a une participation importante. Donc il y a une déconstruction du réel en unités élémentaires et une reconstruction progressive dont nous n'avons évidemment absolument pas conscience. Et pourtant, selon l'état d'esprit, le cerveau voit différemment. Vous voyez, par exemple, cette image, hein, on a pu montrer dans des groupes différents de sujets qui étaient soit plutôt anxieux-dépressifs, soit plutôt dans un état joyeux, maniaque, que votre analyse n'est pas la même. Alors, je ne sais pas si... N'en faites pas un diagnostic. Hein, donc, vous voyez soit un homme qui s'enfuit, soit un chien qui s'avance. Vous ne traitez ni la forme, ni le mouvement de la même façon, parce que ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui s'éloigne de vous et quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Mais je fais des expériences de la vie quotidienne, un petit peu de psychopathologie. L'autre jour, j'avais rendez-vous au théâtre avec une amie. Vous savez, ce moment où la pièce va commencer, elle n'est toujours pas là, la place est vide. Vous êtes dans un certain état de tension, d'anxiété, parce que le noir va se faire, elle ne va pas pouvoir être là. Son mari est dans la salle, d'ailleurs. Elle a des cheveux blancs, de très beaux cheveux blancs. Bon, je guette la porte la plus proche, hein, parce que je sais qu'elle va arriver par là. Toutes les dames aux cheveux blancs, je sursautais, c'était elle. Hein, c'est que mon cerveau était dans un tel désir anticipatoire qu'elle arrive, qu'il interprétait d'abord que c'était elle, pour ensuite être déçu, parce que j'ai vu 10 femmes aux cheveux blancs avant qu'elles n'arrivent finalement à temps. C'est pareil après la disparition d'un être cher. Tout le monde en a fait l'expérience, enfin tout le monde peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Mais vous perdez un être cher dans les jours, dans les semaines qui suivent, vous le reconnaissez dans la rue. Vous sursautez. Mais la question devient, qu'est-ce qui me permet de confondre un inconnu avec un être cher qui vient de disparaître? Qu'est-ce qui me permet de confondre des spectateurs lambda avec mon ami que j'attends? Qu'est-ce qui me permet de confondre Baby Yoda avec un cocktail? Ah, eh bien, exactement cette raison. Ce qui vous fait confondre les chouettes et les pommes. Ou encore plus drôle, je trouve, celle-ci. Ce qui vous fait confondre les muffins et les chihuahuas. Internet est plein de ces exemples. Qu'est-ce que le cerveau traite à grands traits? Parce que c'est économique. Vous traitez à grands traits
les informations. Interprétation rapide, économe sur le plan attentionnel. Vous traitez les traits saillants, les traits unaires, si vous préférez les traits discriminants. Trait unaire, c'est un mot de Lacan. Les traits discriminants. Qui vous permet d'interpréter le monde. Alors, des chercheurs en intelligence artificielle, avec des modèles extrêmement compliqués, cette diapositive est faite pour faire peur, cherchent à analyser, quand vous présentez les images de 9 chiens à un module d'intelligence artificielle qui simule un cerveau avec des hyperconnexions neuronales, comment à la sortie, vous voyez ces animaux et comment, dans les couches intermédiaires, layer en anglais, c'est couches, dans les couches intermédiaires de traitement élémentaire, de moins en moins élémentaire, comment le cerveau voit cette image. Alors, rapporté à l'anatomie, c'est inversé. L'input arrive au niveau du lobe occipital et l'output arrive au niveau du réseau global de conscience qui va intégrer l'ensemble des informations ensemble. Eh bien, voilà le résultat. Couche 4, vous voyez, couche 4, vous n'avez absolument aucune distinction sur la nature de l'objet qui est en face de vous. Au mieux, vous voyez une espèce de matière qui peut éventuellement être des poils, mais en tout cas, vous êtes dans un traitement de bas grade, vraiment insuffisant pour pouvoir identifier la forme. Couche 5, c'est déjà beaucoup mieux. Vous identifiez les formes, mais vous voyez que ce qui est traité, ce sont à grands traits, les traits saillants, le museau, les yeux. Et vous voyez que ça a tout à fait une caractéristique, c'est que vous pouvez confondre, par exemple ici ou là. Vous ne pouvez pas être sûr si c'est un chien ou un loup quand vous traitez à grands traits, un chihuahua ou un muffin, une chouette ou une pomme. Là, vous ne pouvez pas être sûr que ce soit un chien, ça peut être, je sais pas, une musaraigne. Vous traitez à grands traits. Couche 5, vous traitez à grands traits. Donc, on a comme ça un gradient, couche 4, couche 5. Avant, ce que l'on voit à l'état de veille, c'est une image bien nette qui nous permet, croit-on, d'identifier. Mais enfin, il y a des fausses reconnaissances. Il nous est tous arrivé de prendre quelqu'un pour un autre dans la rue. Vous voyez qu'on n'est pas conscient des travaux que notre cerveau fait en amont. Alors, je vais rapprocher ceci pour rendre mon propos encore plus clair de la vision des enfants. À 1 mois, l'enfant ne voit rien, même si il faut que vous soyez très très proche de lui, et il ne distingue que les yeux. Encore une fois, l'importance de ce module qui est fondamental sur le plan phylogénétique pour capter les yeux. Puis, à 2 mois, la figure commence à s'identifier. À 5 mois, vous voyez que l'environnement reste complètement flou. Et il faut attendre 11 mois pour que l'enfant puisse avoir une vision nette de son entourage. Alors, avec le gradient de développement du cerveau, vous savez que l'enfant naît avec un cerveau totalement immature, dont la croissance se poursuit après la naissance. Vous voyez donc qu'il y a là encore un gradient dans la qualité de traitement des images qui se fait d'abord à grand et qui devient de plus en plus précise. Et alors, pour analyser le mouvement, j'ai longtemps cherché, je me suis dit comment je vais vous faire sentir le mouvement, puis je suis reparti d'une communication que j'avais faite au musée de la Croix. Donc c'est un grand saut épistémologique, mais enfin vous allez comprendre. Regardez, là vous avez la mort de Sardanapale, qui est un tableau donc, qui assemble le mouvement et les formes, les figures, les objets, les détails que vous voyez très bien. Ça c'est le tableau final, c'est la vision consciente de veille de jour. D'accord ? J'attire à votre attention parce que Delacroix est un peintre du mouvement, sur la composition grandiose, évidemment. La grande diagonale qui traverse le tableau, du lit avec les étoffes, la tête d'éléphant, l'accumulation d'objets. Elle a l'impression d'une chute générale, que tout dégringole au premier plan jusqu'à cette femme qui est tout proche de nous, violée, égorgée, cambrée. Eh bien, voilà l'esquisse du tableau. Voilà l'esquisse du tableau pour vous faire sentir que dans un traitement de plus bas niveau, les formes ont disparu, ou en tout cas elles sont traitées à grands traits et reste le mouvement. Et plus intéressant et plus fascinant encore, et là je rends hommage à Jacques André, qui est un fameux psychanalyste qui a écrit un texte très beau sur une esquisse encore préalable. Lui pense que c'est la première des esquisses de Sardanapale, la toute première, donc la forme embryonnaire, couche 4 pourrait-on dire, alors qu'ici on est à la couche 5, une forme embryonnaire. Il pense que c'est ce chaos extrêmement rutilant et précis, il trouve son origine dans cette esquisse, où tout est déjà là.
hein. La grande diagonale, la tête d'éléphant, les objets qui s'accumulent, la femme qui va être violée, tout est déjà là, mais tout est indiscernable. Tout est déjà là et tout est indiscernable. Donc, on aurait, hein, là, on est sur la voie dorsale du mouvement, on aurait ici le mouvement, mais sans qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit, puis progressivement, le mouvement vraiment détaillé à la couche 5, et puis l'image complète à la couche 6. Bon, je crois que vous avez compris. Donc, du coup, voilà, ça, c'est le cerveau à l'état de veille, avec l'illusion que nous avons des images parfaitement nettes, parfaitement identifiables. Mais qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? Ces voies frontales-là sont mises au repos, en tout cas pendant le sommeil paradoxal notamment, qui correspond à 80% du rêve, hein. Ces voies n'existent plus. Et donc, reste celle-ci. Et c'est donc celle-ci dont vous faites l'expérience. Parce qu'il y a des actifs pendant le rêve, on le sait, des activations focales de groupements neuronaux ayant travaillé la veille et retraite de l'information, un travail fondamental et invisible de construction, dit-on, de réparation sans doute des neurones et de répartition des affects. Et en ce sens, Sarah nous disait les humeurs, je crois qu'il y a quelque chose de vrai dans cette théorie que les rêves redistribuent les affects. Elle vous l'a dit, hein, il y a souvent des affects très forts dans les rêves, et en fait, le rêve servirait à retraiter des images qui ont été chargées d'affects, soit des plaisirs, soit de déplaisirs, soit de joie, soit de surprise, soit de colère, pendant la veille, hein, et on le retraite et on répartit. Alors, vous avez des théoriciens du rêve comme Hobson, McCarley qui disent non, 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 c'est des activations focales absolument aléatoires, le rêve ne veut rien dire. Mais vous avez comme Solms et Turnbull des chercheurs qui disent absolument pas, on traite préférentiellement ce qui a du sens sur le plan motivationnel pour nous, hein, qui a eu du sens la veille et que l'on compare avec nos bassins attracteurs passés pour essayer de comprendre ce qui nous a tant frappé la veille, ce qui nous a causé tant de plaisir ou de déplaisir, ce qui a fait saillance pendant la veille. Voilà. Alors, du coup, voilà la couche 4 pendant le rêve, hein. Pendant l'hallucination aussi, ça, ce sont des hallucinations qui sont rapportées par des patients. Bon, c'est plus les neurologues qui les voient, on appelle ça palinopsie, on appelle ça syndrome de Charles Bonnet, les patients décrivent des formes élémentaires. Alors ça, pour le coup, c'est des hallucinations absolument dénuées d'affect, les patients sont très à distance, ils trouvent que le film est un peu monotone, ils voient toujours des mêmes formes, des triangles, des textures qui apparaissent, des géométries. Ce sont des activations focales dans les couches vraiment très élémentaires cérébrales. Et pour ce qui est des rêves, je pense que, pour ma part, hein, ce sont des traitements de bas grade quand ça arrive la nuit, et que ce sont des traitements subliminaux qui ne nous laissent pas de souvenirs, qui ne suffisent pas à faire rêve, parce qu'il n'y a pas la gestalt de quelque chose qui permette de donner un récit, une histoire. C'est absolument trop abstrait pour que ça devienne un rêve. En revanche, quand vous avez l'activation de ces zones en couche 5, vous voyez, vous avez exactement le qualitatif de la qualité du rêve, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois parfaitement narratif et en même temps extrêmement flou. Et puis surtout, ça rend compte de ce que vous avez dans le rêve, c'est que le loup se transforme en chien tout d'un coup. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Le loup s'est transformé en chien, le chien s'est transformé en musaraigne. Ce personnage, c'est votre père, mais c'est devenu votre cousin à grands traits. Ils se ressemblent, mais c'est aussi Jean Dujardin, parce que vous avez vu OSS 117, et puis il avait une chemise à manches courtes bleues. Hein. Vous traitez à grands traits et vous racontez votre récit à partir de ces éléments dont, effectivement, et Sarah nous le rappelait, nous faisons un récit, mais c'est un récit d'images hétéroclites, mais qui a quand même, puisqu'on fait confiance aux associations du rêveur, à voir avec les bassins attracteurs qui se sont ravivés à l'occasion de cette comparaison avec les images des restes diurnes. Alors, on va finir avec notre ami Abraham, qui conclura cette journée. Je crois qu'il est souffrant, mais il sera présent par la technique Zoom. Il est maintenant enfermé dans la sculpture, et il est, pour 7 jours et 7 nuits, immobile, à regarder ce tableau. On enregistre donc son activité cérébrale. Sylvie vient tous les jours vérifier que tout va bien, regarde les tableaux électrophysiologiques, vérifie la température corporelle. Bon, l'expérience se passe extrêmement bien, et Abraham raconte les récits de ce qu'il a pu faire. Alors, je vais vous en donner avec son accord, puisqu'on a préparé cette journée ensemble. Voilà le tableau déjà.
hein. Alors voilà, j'arrive à un lac magnifique dans une expérience qu'il retranscrit hein, avec le magnétophone. Donc expérience du sujet. Hein. J'arrive à un lac magnifique dans une voiture noire qui s'appelle Corveau. Je rencontre un Égyptien moustachu avec un chapeau paillette. Je ne sais pas si ça veut dire chapeau de paille. Il dit chapeau paillette. Hein. Arrive dans un complexe style salle des fêtes avec des enfants qui jouent, qui sautent partout. La nuit tombe, je pense à appeler mes parents. Mais une notification me demande de s'abonner. Ça, on a tous vu dans les rêves. Un truc le plan d'action est contrarié parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il arrive dans une douche cheap, présente dans le complexe, passe devant un endroit en tonneau avec plein de goudron. Il demande à appeler ses parents car il est bien embêté, mais pas par son téléphone, mais celui de quelqu'un d'autre en réalité. Bon, alors ça, vous avez reconnu qualitativement la qualité d'un rêve. Eh bien non. Eh bien non. Parce que les enregistrements électrophysiologiques nous ont montré qu'Abraham était parfaitement éveillé lorsqu'il a fait cette expérience. C'est donc une hallucination. Devant ce tableau, vous allez me dire quel rapport? Ah, ben oui, mais le cerveau fabrique. Le cerveau est actif. On va dire quel rapport? J'interromps ici 2 minutes pour vous raconter quand même qu'Abraham, il a eu des perceptions de forme que vous ne voyez pas sur ce tableau, parce que Hartung, c'est de l'art abstrait. Hein. Et d'ailleurs, Hartung, il avait vraiment un souci qu'on ne puisse pas avoir de reconnaissance anthropomorphe. Hein. Il aurait été très fâché qu'on puisse voir des formes dans ce tableau. D'ailleurs, ce n'était certainement pas son intention. Mais enfin, quand vous passez 7 jours et 7 nuits devant un tableau. D'abord, Abraham raconte que de temps en temps, il s'endormait comme ça, puis il se réveillait. « Ah, encore là, encore là !» Vraiment, il était persécuté par le tableau. Pas toujours, mais enfin, c'était une présence un peu lourde. Hein. Et puis, il s'est créé un univers. Il s'est créé un univers, des visions imaginaires, il appelle ça, hein, que vous ne pouvez pas voir, mais une fois que je vous les aurai montrées, vous ne pourrez plus ne pas les voir. Alors, il a eu la gentillesse de me les dessiner au crayon rouge. Donc, il a vu une montagne. Ça, c'est la montagne. Donc, on voit bien hein, le fait qu'il finit par avoir des visions anthropomorphes ou zoomorphes de paysages qui lui tiennent compagnie, hein, sans doute pour pouvoir faire face, et on le comprend, 7 jours, 7 nuits, face à l'abstraction, face à la solitude, face à l'énergie de ce tableau, l'énergie de la toile. Donc, il a créé un personnage. Ça, c'est la montagne. Ça, c'est le premier lapin. Ça, c'est le deuxième lapin. Ça, c'est l'araignée. Et enfin, l'œil, au centre. Et c'est vrai que il faut être devant la toile, qui est un grand format, comme vous l'avez vu. Hein. Il faut être devant la toile pour qu'effectivement, comme il est quasiment au barycentre, hein, cet œil peut devenir persécutif. Hein, et je vous ai dit, le traitement perceptif de l'œil, hein, que l'on traite de manière privilégiée parce que ça a un intérêt phylogénétique, cet œil, de temps en temps, ne cessait de le regarder. Hein, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Hein, cet œil qui finit par nous regarder. Donc c'est le tableau qui regarde Abraham, renversement subjectif. Et puis, regardez l'araignée, maintenant qu'elle n'est plus sous le trait rouge, vous voyez qu'elle est vraiment plus menaçante encore quand elle n'est pas sur le trait rouge, on la voit bien. Et là, je voudrais poursuivre et conclure avec le petit dernier morceau de rêve. Je vois plein d'enfants surexcités habillés avec des grandes bâches plastiques bleu clair. Les parents sont aussi là, un gars habillé en combinaison de plage, un autre bleu clair. Bon, alors déjà, vous voyez, on peut se demander ce que le bleu clair peut avoir à faire comme percept avec l'illusion, l'hallucination. Une femme en noir, style sadomaso, un gars et François Chéniaud qui rigolent, une autre femme fait des grands écarts et tout le monde applaudit dans la salle. Ce que vous n'avez pas tardé à faire parce que j'ai bientôt fini. Mais je voudrais juste ajouter une chose. Je crois, parce que je suis psychiatre, psychanalyste, mais je crois que cette femme en noir, sadomaso, c'est un traitement de haut grade qui a été opéré sur l'araignée. Est mort William Hurt, je crois, hein, le baiser de la femme araignée. Je crois qu'on est vraiment dans ça. C'est-à-dire que cette araignée, avec cette espèce de cagoule, effectivement, qu'on voit, il y a même des pubs dans le métro actuellement sur le sadomasochisme, hein, qui est une image du sadomasochisme. Je pense qu'Abraham a élaboré à partir de l'araignée, cette femme araignée en sadomaso, et vous voyez comment on peut reconnecter de l'hallucination avec le tableau.
Et je crois que vous en saurez plus avec le témoignage d'Abraham lui-même, après tout. Ça, c'était une tentative d'explication. Je vous invite à rejoindre, si vous souhaitez suivre les expériences qui sont l'objet avec Sylvie, avec Carmen et beaucoup d'autres chercheurs qui vont faire l'objet de développement. Là, je vous ai donné un epsilon de notre moisson de résultats, qui vont se faire notamment au cours d'un séminaire en juillet. Vous trouverez des podcasts, tout ce que vous voudrez pour continuer à vivre l'aventure sur le site de la Fondation Hartung. Je vous remercie.